Alors, désolé, je sors juste du bloc, donc je ne sais pas exactement d'habitude, j'essaye de venir pour voir un peu ce qui se dit avant. Donc, là, je ne sais pas, donc je vais vous traiter rapidement les choses. Si ça a déjà été traité, vous me laissez traiter rapidement, et s'il y a des choses qui vous n'hésitez pas à m'interrompre. Donc, le plan, ça va être ça. Les éléments communs donc, sur lesquels je vais passer rapidement la physiopathologie et le diagnostic, je suppose que ça a été fait. Et ensuite, on verra les sténoses simples, les sténoses complexes et les insuffisances aortiques avec une vision chirurgicale. Ce qui est important, c'est que vous compreniez en fait ce que le chirurgien fait de façon à pouvoir comprendre un peu les particularités d'anesthésie de réanimation. Donc, ce cours parle surtout des obstacles congénitaux à l'éjection du ventricule gauche. C'est pas évident de définir les choses. Il y a un certain nombre de pathologies qui ressemblent, qui vont donner un petit peu les mêmes choses, dont on ne va pas parler. La coarctation de l'aorte, c'est aussi un obstacle à l'éjection du ventricule gauche. Et d'ailleurs, parfois, la physiopathologie ressemble énormément. Entre un rétrécissement aortique critique néonatal et une coarctation critique néonatale, quand le ventricule gauche décompense, ça ressemble beaucoup. L'interruption de l'arche aortique, bien sûr, l'atrésie aortique et le syndrome d'hypoplasie du ventricule gauche qui rentrent plutôt dans le cadre d'un cours spécialisé. L'insuffisance valvulaire congénitale, ça j'ai vu que Marie-Lou Dinet vous en parlait un petit peu, c'est bien une insuffisance qui va se faire entre l'aorte ascendante et le ventricule gauche, dans le sens du flux, et ça exclut des pathologies qui peuvent donner exactement les mêmes choses, qui s'appellent la rupture congénitale d'un sinus de Valsalva, qui peut se faire dans le ventricule gauche. À ce moment-là, ça y ressemble beaucoup, mais ça peut se faire aussi dans le ventricule droit ou ailleurs, etc. Et le tunnel aortoventriculaire, qui est très très proche. Parfois, on ne sait pas faire la différence entre un tunnel aortoventriculaire, qui est une espèce de communication entre un sinus de Valsalva et le ventricule gauche, et une rupture congénitale d'un sinus de Valsalva. Il y a une différence sur le plan intellectuel. En pratique, il y a un trou qui fait communiquer un sinus de Valsalva avec le ventricule gauche. Bien sûr, ça y ressemble, mais la valve à ce moment-là est normale. C'est fréquent. Donc, c'est une partie, le rétrécissement aortique, c'est vraiment une partie importante et fréquente de l'activité d'un centre comme ici. Ça représente au moins 5 à 10% des cardiopathies congénitales. Ça fait sur 10 patients, au moins un patient. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir plusieurs en permanence qui sont traités avec la plus grande fréquence, c'est les rétrécissements valvulaires. On a un petit peu plus, en deuxième position, les rétrécissements sous-valvulaires, ce qu'on appelle les membranes sous-aortiques ou les tunnels sous-aortiques, et un petit peu plus, et plus rarement, les sténoses supravalvulaires, qui sont très spécifiques. Les insuffisances aortiques pures, dont vous a parlé Marie-Lou, sont vraiment exceptionnelles en pathologie congénitale. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas parce qu'on a un rétrécissement valvulaire qu'on n'a pas une membrane sous-aortique. Il y a beaucoup de formes associées. Il y a aussi des formes associées de pathologie valvulaire aortique et de coarctation, par exemple. Et il y a souvent d'autres lésions associées, la plus fréquente étant la communication interventriculaire. La physiopathologie, je suppose que vous l'avez vu rapidement, je passe rapidement aussi. Au bout du compte, on aboutit à une ischémie sous-endocardique qui augmente à l'effort, et donc avec une décompensation ventriculaire gauche qui typiquement est sous forme de syncope ou d'angine de poitrine, mais chez l'enfant petit peut prendre des formes très différentes, comme un simple refus du biberon ou comme des malaises postprandiaux. Les éléments communs de diagnostic à toutes ces pathologies sont vraiment le syndrome d'effort, qui va se manifester différemment, comme je vous disais, en fonction de l'âge, l'hypertrophie ventriculaire gauche radiologique, l'hypertrophie ventriculaire gauche à l'ECG, et bien sûr les signes d'échocardiographie. Le point commun de toutes ces
de toutes ces pathologies, c'est la valve aortique. Et la valve aortique, il faut que vous reteniez la vision chirurgicale, c'est ça. Vous voyez là une photo en cours d'intervention d'un feuillet aortique chez un enfant déjà grand, presque un adolescent. Vous voyez que c'est pratiquement transparent. Hein, la valve aortique, il ne faut pas croire que sa compétence va dépendre de la solidité des feuillets. La valve aortique, sa compétence va dépendre de la normalité d'apposition des feuillets les uns contre les autres. Et l'absence de rétrécissement va reposer justement sur la finesse de ces feuillets qui peuvent s'effacer complètement en systole. Si un de ces éléments manque, le feuillet est épais ou le feuillet n'a pas une bonne coaptation avec les autres feuillets en diastole, il va y avoir une pathologie aortique, insuffisance ou sténose, ou les deux associés. Autre point commun à toutes ces pathologies, à partir du moment où on parle de chirurgie de la valve aortique, on va parler des coronaires. On va parler des coronaires pour des tas de raisons de proximité, et puis aussi une raison très très simple, c'est qu'à partir du moment où la valve aortique n'est pas normale, il faut se poser la question de savoir si, une fois qu'on va clamper l'aorte, qu'est-ce qui va se passer en dessous. Soit on a vraiment un rétrécissement aortique important avec hypertrophie ventriculaire gauche, et il va falloir prendre des précautions de protection myocardique liées par cette masse myocardique qui est en souffrance et plus ou moins bien perfusée. Soit, encore pire, il y a une insuffisance aortique, et à ce moment-là, la protection myocardique telle qu'on la fait habituellement, en injectant du liquide dans la racine aortique sous le clan aortique, va être de mauvaise qualité, puisqu'une partie de ce liquide va passer dans la cavité ventriculaire gauche, et on risque d'aboutir à une situation qui est très péjorative. On injecte la cardioplégie pour arrêter le cœur et pour protéger le myocarde. En fait, elle passe dans le ventricule gauche qui se dilate passivement. Donc, en se dilatant passivement, petit à petit, il y a donc une augmentation importante de la pression endocavitaire, et en même temps, l'injection de liquide n'arrive jamais à faire monter la pression dans la racine aortique, et donc on n'a plus de perfusion coronaire, en fait. On croit protéger le myocarde, mais en fait, on ne protège rien du tout, on ne fait que distendre le ventricule gauche. Autre objectif commun à toutes ces pathologies, essayer d'être parfait. Essayer d'être parfait à partir du moment où on parle de la valve aortique, c'est extrêmement difficile. Autant la valve mitrale est une valve qui est complexe, qui est composée de feuillets qu'on va pouvoir agrandir, qu'on va pouvoir réduire, d'un anneau, de cordage, de piliers, etc. On peut agir sur quelque chose de complexe. Autant au niveau de la valve aortique, on a très peu de moyens d'action. C'est des feuillets très très simples, très souples et très fins, comme je vous ai montré. Et autrement dit, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre s'ils sont pathologiques que les remplacer, hein? Au premier niveau, il y a très peu de possibilités de plastie de la valve aortique. Autrement dit, si on veut conserver la valve aortique, il va falloir essayer de trouver un équilibre, un compromis entre une fuite résiduelle et une sténose résiduelle, diminuer la sténose sans trop augmenter la fuite, etc. Et si on se lance dans un remplacement ou qu'on se lance dans une conservation de la valve aortique, le but, de toute façon, c'est une chirurgie la plus durable possible, mais il n'y a aucune possibilité chez un enfant petit d'obtenir un résultat parfait qui va durer toute la vie, d'une manière ou d'une autre. Quand on mettra en place une prothèse ou qu'on fasse une plastie, ça va être quelque chose qui ne pourra pas durer toute la vie, vous le comprenez bien. On va parler donc maintenant des sténoses pures, parce que c'est les plus fréquentes, valvulaires d'abord, sous-valvulaires, puis supravalvulaires. Les plus fréquentes, donc vous voyez, les 3/4, c'est ça, en rouge, c'est les sténoses valvulaires. Et pratiquement 9 fois sur 10, ça concerne un enfant. Il n'y a qu'une fois sur 10, ça concerne le nouveau-né. Et la forme critique du nouveau-né, c'est une entité à part. On en parlera à part, hein, c'est vraiment une entité à part. Qui est même, je ne sais pas s'ils ont eu le temps d'aborder ça, qu'on essaye de plus en plus souvent d'aborder en anténatal même, avant qu'il y ait une souffrance du ventricule gauche. Pratiquement toujours, c'est sur une bicuspidie.
Alors, quand vous lisez les papiers ou les bouquins, vous allez voir qu'il y a un chapitre sur la sténose sur valve tricuspide, la sténose sur valve monocuspide, etc. C'est plus des élucubrations d'anatomistes ou de cardiologues que de chirurgiens. Hein. Toutes ces valves, en gros, ont à peu près la même tête, qui sont des valves bicuspides plus ou moins différenciées. On parle de monocuspidie ou de tricuspidie, on va de toute façon avoir des choses qui sont caractéristiques et qui sont présentes. D'abord, une dilatation de l'aorte ascendante. Au premier niveau, on va dire que c'est le jet qui passe à travers la sténose aortique qui va dilater l'aorte ascendante. C'est beaucoup plus complexe que ça parce qu'il y a des sténoses aortiques serrées sans dilatation et des dilatations sans sténose serrée. Donc, on va dire que, en gros, il y a une association statistique en tout cas. Une fusion commissurale, je vais vous montrer des photos, un épaississement fibreux de ces feuillets et plus ou moins une hypoplasie de l'âne aortique. Et tous ces éléments-là vont être des éléments qui vont jouer sur la pathologie et qui vont limiter, bien entendu, les possibilités chirurgicales. Voilà ce que ça donne en aspect visuel, hein, en cours d'intervention. Vous avez ici, vous voyez, un orifice coronaire, c'est la coronaire droite. Le tronc coronaire gauche, il est juste là. Il y a une valve qui semble s'ouvrir très peu. Vous voyez que les feuillets sont beaucoup plus épais que ce que je vous ai montré tout à l'heure, avec une commissure postérieure qui est fusionnée, une commissure antérieure qui est plutôt bien ouverte. Là, c'est donc une bicuspidie avec la coronaire gauche qui est d'un côté et la coronaire droite qui est de l'autre côté de l'ouverture. Si on explore un petit peu plus, vous voyez, la même valve, le même coronaire est là. Vous voyez que là, en fait, il y a ce qu'on appelle un pseudo-raphé. Celui-là, il est même incomplet. Vous voyez, là, j'ai passé un crochet sous ce pseudo-raphé, ce qui veut dire que c'est là qu'aurait dû se faire une commissure entre la cusp coronaire droite et la cusp non coronaire. Elle ne s'est pas faite. Donc, il y a un feuillet qui va de l'avant vers l'arrière. Et là où il devait y avoir une commissure, il y a une espèce de pont fibreux qui s'est créé. Si ce pont fibreux est très court, vous imaginez qu'il va empêcher la cusp d'aller se positionner sur celle d'en face. Ce qu'on appelle une monocuspidie, c'est une valve encore plus anormale où, vous voyez là par exemple, en réfléchissant bien, on trouve une espèce de pseudo-commissure postérieure et après on peut presque dire que le feuillet il fait tout le tour comme ça. Alors vous voyez que cette image vous montre bien que c'est plus une construction de l'esprit ou une construction d'échographie, parce que là je peux aussi vous dire, ça c'est une commissure qui ne s'est pas formée, ça c'est une commissure qui ne s'est pas formée, et en fait cette valve elle était tricuspide. Donc le terme monocuspidie est un peu difficile à utiliser. On va plutôt l'utiliser nous chirurgiens pour une valve qu'on ne va pas pouvoir traiter comme si elle était bicuspide. Si par exemple, là, il y a une commissure fusionnée que je peux ouvrir, mais que là, si je coupe ça, il n'y a pas d'attache du tout, ça va fuir, ou si je coupe ça, il n'y a aucune attache, ça va fuir, on ne peut pas dire que c'est des commissures utilisables, en tout cas. C'est ça l'important. Parce qu'en effet, finalement, le chirurgien, il fait très peu de choses. Si on veut conserver une valve aortique, il va faire simplement une commissurotomie. Alors bien sûr, dans le compte-rendu opératoire, on va dire on a fait une plastie de la valve, ceci, cela, etc. Allez-y, rentrez, ouais. Excusez-moi. Il n'y a pas un traiteur qui derrière. C'est derrière, donc c'est ce qu'on va récupérer. Vous voulez tout voler pour le manger? Oui. Non, c'est trop tard, on l'a mangé. Il est midi, normalement, j'ai encore une petite chance. Merci. Donc on appelle ça une valvuloplastie. Ben non, malheureusement, je crois que c'est pas pour vous. On aurait dû manger avant. Qu'on appelle ça une valvuloplastie, une commissurotomie, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en gros, c'est quand même un traitement pour quelques années, peut-être pour toute la vie, mais alors ce serait extraordinaire. Et donc très souvent, il faut commencer à se dire, on va préparer un éventuel remplacement valvulaire aortique plus tard. Le remplacement valvulaire aortique, on ne va pratiquement jamais le faire à la première intervention par contre. Voilà. Sauf vraiment si on pense qu'on ne peut rien faire d'autre.
quand la dilatation ou la valvulotomie percutanée au ballonnet, est-ce qu'on vous en a parlé déjà? Non? D'accord. Donc ça fait partie intégrante du traitement du rétrécissement aortique. En gros, la tendance, pendant très longtemps, ça a été réservé aux formes critiques très péjoratives du nouveau-né, quand le ventricule gauche était tellement altéré que de toute façon on ne pouvait pas imaginer faire un geste sous CEC. Et depuis l'amélioration des techniques, etc., il y a une progression. Et en gros, la dilatation valvulaire aortique, le rétrécissement aortique congénital progresse de plus en plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous? Eh bien, ça dépend de ce qu'on trouve, bien sûr. Mais en gros, on ne peut pas faire grand-chose d'autre que traiter une fusion commissurale. Vous voyez ici, sur ce schéma, ça ressemble un peu à ce que je vous ai montré, sauf qu'il n'y a pas de pseudo-raphée. On va faire une commissurotomie jusqu'à peu près 1 mm de l'anneau aortique. Il faut résister à la tentation d'aller trop loin parce que plus on élargit la commissurotomie, plus l'ouverture est grande, bien sûr, mais plus on va perturber la suspension du feuillet. Vous voyez ici, par exemple, sur cette cusp là, que celui qui a fait ce dessin dit, elle est monocuspide. En fait, il dessine une ouverture comme ça qui va transformer cette valve en une valve tricuspide. Là, on a une valve bicuspide et on va simplement faire une ouverture commissurale antérieure. On considère que là, on ne pourra pas gagner grand-chose d'autre. Vous voyez, c'est vraiment, les gestes sont extrêmement faibles, en fait. Il y a très peu de choses qu'on puisse faire. Alors, bien sûr, il faut faire attention à tout. Il faut faire attention à la voie sous-aortique. Je vous rappelle qu'il peut y avoir des choses associées. Et puis, on va faire la supériorité supposée de la chirurgie par rapport à la dilatation au ballonnet. On va pouvoir un peu amincir le bord libre. S'il y a des gros nodules qui sont très épais, etc., on va pouvoir essayer de diminuer pour avoir une meilleure cooptation et une meilleure ouverture. On peut avoir des calcifications très rapidement, à partir de 3-4 ans parfois, on va pouvoir les enlever. Et puis, si l'ouverture entraîne une insuffisance de cooptation, parfois il va falloir faire une extension péricardique supérieure de ces cuspes de façon à obtenir une insuffisance aortique faible ou nulle. Donc je vous remontre la valve de tout à l'heure, vous voyez, là on ne peut pas faire grand chose, vous voyez que la commissure s'ouvre pratiquement jusqu'à la paroi, là il y a du travail à faire, là il y a ce raphé qu'on va pouvoir couper. Là, vous voyez, le chirurgien et l'aide tiennent les deux feuillets et exposent cette commissure postérieure. Alors, je vous ai dit qu'on pouvait l'inciser. Et là, vous voyez, on a incisé jusqu'à un petit millimètre de la paroi aortique de façon à obtenir une meilleure ouverture. Si on sait déjà, ou si on constate qu'il y a une insuffisance aortique qui apparaît, on va pouvoir prolonger ces cuspes par, vous voyez, un feuillet péricardique qui est suturé là, sur chaque cusp. Là, vous voyez, on est en fermeture. On a reconstitué une commissure antérieure, une commissure postérieure, et on a prolongé ces cuspes vers le haut, de façon à obtenir une meilleure surface de cooptation. Quels sont les résultats? En gros, ça se passe pratiquement toujours très bien. C'est un geste qui est très court, qui est rapide, qui améliore, bonjour Philippe, qui améliore les choses puisqu'on passe de la sténose importante à une sténose au moins plus faible, donc le ventricule il est content. Autrement dit, la mortalité est très faible. Mais on est bien loin d'avoir guéri l'enfant. Il y a souvent une sténose résiduelle qui est soit immédiate, on n'a pas pu lever complètement l'obstacle, soit secondaire. En fait, au fur et à mesure de la croissance, ces zones qui ont été opérées, fibrosées, etc., elles vont mal grandir. On voit parfois, vous avez vu la commissurotomie que je vous ai montrée là,
si on réintervient des années après, parfois on s'aperçoit que ça a complètement refusionné, ça s'est recollé en fait. On peut avoir donc une insuffisance aortique post-opératoire, bien sûr, et même si on a un bon résultat sur le plan hémodynamique, insuffisance, etc., de toute façon, on laisse une valve pathologique et cette valve, elle ne va pas évoluer normalement et donc elle va évoluer pour son propre compte. Résister à la tentation anatomique, c'est pour vous redire que pratiquement toujours, le chirurgien va préférer avoir une sténose résiduelle qu'aller trop loin, parce que l'insuffisance aortique, elle peut être extrêmement bien tolérée dans les premières heures ou les premiers jours. C'est des ventricules qui ont une pression télédiastolique élevée. Plus l'enfant est petit, en gros, plus la post-charge est faible et plus la pression télédiastolique peut être élevée. Donc on peut avoir une insuffisance aortique anatomique sans qu'il y ait beaucoup de fuite. Mais en fait, petit à petit, ça va s'aggraver et ça va créer des problèmes qui seront encore plus difficiles à réparer qu'une sténose résiduelle. Voilà, si on prend des grandes séries, qu'est-ce qu'on a finalement sur la chirurgie de la valve aortique chez l'enfant? On a 10% qui sont réopérés à 10 ans, 40% à 20 ans et 90% à 40 ans. Vous voyez, donc en gros, c'est de la chirurgie qui dure entre une vingtaine d'années. C'est déjà pas mal. La récidive peut être complexe à gérer. Par exemple, souvent, quand on réintervient, on va se retrouver avec une sténose valvulaire, mais une sténose sous-valvulaire qui s'est développée aussi en tunnel, en fibrose, en membrane, etc. Les facteurs de risque de réintervention, c'est le jeune âge à l'intervention initiale. Plus on commence tôt et plus la pathologie va être rapide. C'est l'existence d'un gradient résiduel, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va utiliser des techniques chirurgicales qui sont plus variées que la simple commissurotomie, avec bien sûr le remplacement de la valve aortique, le cono, etc., ce dont je vais vous parler maintenant. Si on veut remplacer la valve aortique, on n'a pas tellement de choix, en fait. On va le faire systématiquement si la valve aortique elle est vraiment inutilisable. On va le faire en cas de récidive, c'est ce qu'on vient de dire, et on va souvent se retrouver avec une hypoplasie de l'anneau aortique, cette zone qui a mal grandi, comme je vous ai dit, et qui a tendance à devenir de plus en plus petite. Et donc, on a le choix en fait entre peu de choses, le ROS, le remplacement de la valve aortique par une homogreffe qui a été très utilisée dans les années 90, qui a été un peu abandonnée maintenant, et les prothèses chez l'enfant ou l'adolescent. Vous savez qu'il faut utiliser une prothèse mécanique pratiquement toujours, parce que les prothèses biologiques ont une durée de vie très très courte. Autrement dit, à part le ROS, il n'y a pas grand-chose. Le ROS, c'est quoi? C'est donc une utilisation, une autotransplantation du culot pulmonaire en position aortique. La valve aortique est malade, la valve pulmonaire, elle est pratiquement toujours saine. On va prélever, vous voyez l'incision, l'incision se fait au niveau de l'infundibulum, juste en dessous de la valve pulmonaire. On va couper le tronc pulmonaire au-dessus de la valve et donc on va avoir une espèce de petit cylindre dans lequel il y a la valve pulmonaire, vous voyez. Et ce petit cylindre va pouvoir être utilisé pour remplacer la racine de l'aorte. Vous voyez, là, on a enlevé toute l'aorte, on a détaché les coronaires. On va mettre en place l'autogreffe, donc l'ex-valve pulmonaire à cette place-là. Et il reste donc un trou entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire. Ce trou, il va être comblé par une prothèse, la plupart du temps, si on en a à disposition, une homogreffe pulmonaire. Donc vous voyez, là on a réimplanté les coronaires, on a suturé l'autogreffe pulmonaire à l'aorte distale et on a interposé notre homogreffe tout de suite. Vous voyez sur ces simples schémas qu'une partie de la complexité de l'intervention de Ross tient à la proximité des coronaires et notamment du tronc coronaire gauche et des branches septales qui naissent du tronc coronaire gauche ou de l'IVA proximale.
Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur le ROS, hein, parce qu'il y a des gens, même dans le milieu du congénitalis, il y a des gens qui disent « Non, moi, les ROS, j'en fais pas. J'y crois pas. » J'ai déjà entendu ça. Moi, j'y crois pas. Je ne crois pas qu'il s'agisse de choisir une technique chirurgicale sur la base d'une foi, je dirais, religieuse. Hein. Il faut savoir un petit peu ce que sont les avantages et les inconvénients. Hein. L'inconvénient principal, c'est qu'en fait, on induit délibérément une pathologie bivalvulaire. Alors, on a un patient qui a une pathologie de la valve aortique, et pour le traiter, on va induire une pathologie de la valve pulmonaire. Ce qui n'est pas sans incidence. Il y a un risque de réintervention sur la voie pulmonaire ultérieurement. Bon, c'est pas trop grave, mais c'est quand même des réinterventions. C'est des réinterventions moins graves, bien sûr, que si c'était sur la voie aortique. Mais on peut avoir besoin aussi, on peut avoir une pathologie congénitale de la voie gauche et avoir besoin d'une valve pulmonaire. C'est le cas de tous les patients qui, au bout du compte, ont une hypertension artérielle pulmonaire post-capillaire. Soit parce qu'il y a une pathologie mitrale associée, soit parce que la dysfonction ventriculaire gauche, la souffrance ventriculaire gauche a été tellement longue qu'il y a des troubles de compliance ventriculaire gauche. Donc on a vraiment une HTAP post-capillaire, d'origine mitrale ou d'origine ventriculaire. Et si on a une HTAP post-capillaire, le ventricule droit est déjà soumis à une contrainte en post-charge. Si en plus on rajoute une homogreffe qui va se sténoser, qui va fuir ou qui va parfois faire les deux, on va finalement, pour traiter une pathologie de la voie gauche, on risque de se retrouver avec une pathologie de la voie droite qui est encore plus importante. Un autre inconvénient, mais c'est plutôt pour le chirurgien finalement, c'est la complexité technique, hein, parce que en fait les résultats en termes de morbimortalité sont à peu près les mêmes que le remplacement valvulaire aortique. Il a beaucoup d'avantages, et notamment son hémodynamique qui est optimale. Hein, une fonction de ROS, de valve qui fonctionne, ça ne donne pas de gradient, ça ne donne pas de fuite, ça n'induit pas un espèce de gradient comme... Vous savez, ces notions de mismatch patient-prothèse qui sont souvent induites par les petites prothèses mécaniques, hein, ce qui fait que le ventricule gauche il est dans les meilleures conditions possibles pour se préparer à durer toute la vie. L'évolution dans le ROS, il peut y avoir une pathologie liée à l'autogreffe, à dilatation, insuffisance valvulaire, hein, surtout. Hein, la paroi et les feuillets de l'artère pulmonaire ont quand même du mal à gérer la pression systémique pendant toute la vie. Hein. Et au niveau de l'allogreffe, donc de la valve pulmonaire, il y a souvent une évolution sténosante ou fuyante qui se fait. En schéma, ça fait quoi? Vous voyez, ça c'est un enfant qui a eu un ROS 10 ans auparavant. Vous voyez la reconstruction de la voie gauche qui a l'air très satisfaisante. On voit la trace des sutures, là, etc. Et on voit l'évolution sténosante de l'homogreffe qui a été mise en place. Vous voyez que la suture, elle est à peu près là. La suture infundibulaire, elle est là. Et à ce niveau-là, il y a vraiment un aspect en virole, vous voyez, un aspect... Alors ça, avec un peu de chance, ça va pouvoir être traité par voie endovasculaire. On va pouvoir stenter et puis mettre une mélodie. Mais vous voyez la grande proximité avec les coronaires. Très souvent dans le ROS, en fait, quand on veut dilater cette région-là, en fait, on comprime la coronaire gauche. Et donc, en fait, il faut y retourner chirurgicalement. Pour éviter la dilatation du culot, du néoculot aortique, du culot pulmonaire, en fait, depuis les années 90 à peu près, plusieurs équipes, avec notamment celle de Lille en France, à la suite de travaux de collègues allemands, se sont mis, à partir du moment où on opère un patient qui a un gabarit adulte, se sont mis à englober l'autogreffe pulmonaire, vous voyez, dans une prothèse qu'on appelle une inclusion. Vous voyez, là, on est en train de suturer le bas. Vous voyez, ça, c'est du muscle ventriculaire droit. Ça, c'est vu d'en haut. Vous voyez la valve pulmonaire qui est là, à l'intérieur. Et on se retrouve donc avec une valve pulmonaire qui est un tube, finalement, d'autogreffe qui est inclus dans une prothèse. Là, vous voyez, c'est la réinsertion de la coronaire droite. Ça permet de prévenir la dilatation avec le temps liée à la pression systémique du culot pulmonaire.
Par contre, il faut quand même être très rigoureux sur le traitement de la post-charge, y compris dans les premières heures et les premiers jours, parce que les feuillets, vous voyez, sont quand même soumis à une pression systémique. Il y a plusieurs travaux qui montrent que selon le niveau de post-charge pendant les 2 premiers jours après un ROS, la fréquence d'insuffisance aortique à 5 ans et à 10 ans est différente. Donc il faut être très agressif sur le traitement de la post-charge dans les premières heures et les premiers jours. Ça, je vous ai dit qu'on en parlerait rapidement. La valvulotomie percutanée au ballonnet ou la dilatation au ballonnet. Vous voyez ici un nouveau-né chez qui on est en train de dilater la valve aortique. Les résultats, en fait, sont, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça semble une technique qui ne peut pas vraiment fonctionner. On s'imagine que ça va déchirer la valve. En fait, ça fonctionne plutôt bien. Les résultats de toutes les grandes séries montrent qu'à court terme, les résultats sont équivalents à la chirurgie, sont meilleurs même en termes de survie. Plus la pathologie ventriculaire était grave, mieux c'est toléré, en fait. Enfin, meilleur est le delta par rapport à la chirurgie. Il y a à peu près la même quantité de réintervention, simplement les complications sont différentes. La chirurgie donne beaucoup de sténose résiduelle, alors que la dilatation donne beaucoup d'insuffisance résiduelle. Enfin, au bout du compte, c'est un traitement palliatif d'aussi bonne qualité, et peut-être même pour le nouveau-né en situation critique, de meilleure qualité que la chirurgie. L'application de cette technique est très centre-dépendant. Il y a une tradition française de ne pas le faire, alors que dans le monde anglo-saxon, c'est pratiquement devenu la règle. La sténose valvulaire aortaire critique du nouveau-né, vous en avez parlé un petit peu avec mes collègues. C'est vraiment une pathologie, c'est une pathologie à part. C'est voir ça, ce que je vous avais marqué là, vous voyez, comme une forme de transition avec le syndrome d'hypoplasie du cœur gauche, que comme un simple rétrécissement aortique, comme on le verrait chez un enfant de 3 mois ou de 3 ans. La défaillance cardiaque, elle est vraiment très sévère. Elle est souvent présente même en anténatal. Et ça s'accompagne pratiquement toujours d'un ventricule gauche anormal. On vous a introduit le terme de fibroélastose ou de fibrose endocardique. C'est la souffrance du ventricule gauche. Vous voyez ces schémas-là qui montrent en quelque sorte un rétrécissement aortique classique, entre guillemets, de l'enfant. Un rétrécissement aortique critique avec un petit ventricule gauche à la paroi épaissie, et souvent on voit une couche d'endocarde épais à cet endroit-là, et on voit qu'on va là jusqu'à l'hypoplasie du cœur gauche, vous voyez, avec un ventricule gauche inutilisable et une aorte ascendante qui est vascularisée à rebours. On est toujours dans ces formes frontières-là. Ce qui est intéressant, ce qu'on ne sait pas quand on a un petit ventricule gauche comme ça à la naissance, s'il n'y a pas eu de diagnostic anténatal, ce qu'on ne connaît pas, c'est son potentiel de croissance, en fait. Donc souvent, on a intérêt à essayer de le conserver et de voir comment il va évoluer. Parfois, il ne grandit pas et il sera inutilisable, mais parfois, il grandit. Et en fait, on va pouvoir, après, rester en biventriculaire. Un peu plus rapidement, les sténoses sous-valvulaires, avec quelques images chirurgicales. La sténose sous-valvulaire, c'est surtout des membranes. Ce qu'on appelle la membrane, c'est quoi? En fait, c'est un élément fibreux qui va se développer à la sortie du ventricule gauche, juste sous la valve aortique. Pourquoi ça va se développer? On vous en a parlé un petit peu ou non? L'angle aortoseptal, tous ces trucs-là, ouais. Toute anomalie de flux éjectionnel, en fait, une membrane, on sait très bien expliquer pourquoi elle progresse une fois qu'elle est présente. On a du mal à savoir pourquoi elle apparaît quand même. Et il semble que tout ce qui peut générer des turbulences dans le flux éjectionnel va trouver son maximum au niveau de juste sous la valve aortique, là, et ces turbulences vont être la cause de dépôts de tissu. Et une fois que ces dépôts de tissu existent, ils créent une membrane, et après c'est très facile de comprendre pourquoi il y a des turbulences. Ce qu'on ne sait pas, c'est pourquoi.
Ce qui est rigolo, c'est que la membrane sous-aortique, c'est la seule malformation congénitale pratiquement qui ne soit jamais présente à la naissance. On ne naît pas avec une membrane sous-aortique. Et les formes précoces, c'est des enfants qui ont souvent 1 an, hein, rarement moins. Qu'est-ce que c'est qu'une membrane en vision chirurgicale? Vous voyez, c'est 70% de ces sténoses sous-valvulaires. Là, on a une vision en cardioscopie. La cardioscopie, c'est quand on utilise des endoscopes pour regarder un petit peu. On a une vision sus-aortique juste au-dessus de la valve qui est très intéressante. Vous avez ici un feuillet de la valve aortique, l'autre feuillet de la valve aortique qui est là. Le troisième, il est écarté. Et vous voyez la membrane dessous, vous voyez, qui est séparée par cette petite bande musculaire là. Et on voit cette membrane qui est là. Vous voyez que l'ouverture de la sortie du ventricule gauche est beaucoup plus petite que l'ouverture valvulaire aortique réelle. Hein. C'est juste à cet endroit-là qu'on le voit. Une autre vision, valve aortique complètement écartée. Vous voyez, les 3 feuillets de la valve aortique sont collés contre la paroi. On voit que l'ouverture valvulaire est strictement normale, hein, c'est très large. Et on voit là cette membrane qui s'est développée, qui, vous voyez, qui est là. Et enfin, on voit que les 3/4, mais on voit qu'elle est complètement circulaire. Et une fois qu'on l'a enlevée, un anneau fibreux qui s'est développé. Vous voyez. Ce qui est intéressant sur ce patient-là, c'est le même, hein, c'est que vous savez, on dit que quand on a une membrane sous-aortique, ça peut entraîner avec le temps une pathologie de la valve aortique. Et là, c'est le modèle même de la pathologie de la valve aortique. Quand on a opéré cet enfant, il avait cette membrane que je vous ai montrée, et vous voyez qu'il avait un trou au niveau de la cusp coronaire gauche. Et on suppose que le jet anormal qui frappe toujours au même endroit finit par créer des micro-lésions, et chez lui, ça a fini par faire une perforation. Et vous voyez, le crochet qui passe dedans, là, passe dans une perforation acquise d'une valve aortique, sinon strictement normale. Ça, c'est juste pour que vous sachiez répondre. Il y a certains cardiopédiatres qui disent qu'on peut vivre toute sa vie avec une membrane sous-aortique, ça ne pose pas de problème. Bon, je passe sur Donc, la chirurgie de la membrane sous-aortique, la sténose sous-valvulaire aortique localisée, c'est une résection de la membrane, plus ou moins, plutôt plus, une myomectomie associée. Je vais vous montrer pourquoi. Et c'est très différent des formes diffuses qu'on verra plus rapidement après. Voilà en schéma ce que je vous ai montré en photo. Voilà. On ouvre l'aorte, on est au-dessus de la valve, on s'expose et on enlève toute la membrane, vous voyez, par ce qu'on appelle une blunt dissection, une dissection grossière, une dissection sans couper. De cette manière-là, on n'enlève que la membrane parce que la membrane, elle est collée à la valve mitrale, elle est collée au myocarde, là où passe la branche, le faisceau de His et puis la branche gauche du faisceau de His, et ensuite elle est collée au myocarde infundibulaire, au septum conal, si vous voulez. Hein. Donc on enlève toute la membrane. Une fois qu'on a enlevé toute la membrane, on va faire une myomectomie, on va enlever, comme dans une cardiomyopathie obstructive, hein, par voie transaortique, on va enlever un morceau du septum musculaire à cet endroit-là. Vous voyez, là c'est symbolisé comme si avec le doigt on appuyait sur le septum pour le faire sortir. En fait, on ne fait pas comme ça, mais on va enlever ça. Pourquoi on va enlever ça? Parce qu'on a montré que ça diminuait le risque de récidive. Ça ne supprime pas la récidive, mais ça diminue le risque de récidive. En effet, la complication première de la chirurgie de la membrane sous-aortique est une chirurgie simple. Hein. Ce n'est pas tellement le bloc auriculo-ventriculaire post-opératoire, qui est toujours possible. Hein. Ce n'est pas tellement la CIV iatrogène, qui est toujours possible si on fait une résection trop importante.
ou une lésion coronaire, ou une lésion de la valve aortique. Tout ça, c'est rarissime. La vraie complication de la membrane sous-aortique, c'est que ça récidive. Et où est la fréquence de la récidive? Voilà. Vous voyez, le pourcentage de réintervention après membrane sous-aortique, ça va jusqu'à 33%. Un enfant sur 3 va être réopéré dans certaines séries pour ça. Au fond, c'est assez logique. Je vous ai dit tout à l'heure, on ne connaît pas la cause. Conséquence de quelque chose qu'on ne connaît pas. Autrement dit, ce qui est étonnant, c'est que ça ne récidive pas. Et le fait de faire une myomectomie qui va modifier un petit peu l'angle aortoseptal et générer une chambre de chasse finalement plus large, ça diminue un petit peu ce pourcentage de récidive, mais ça ne l'annule pas complètement. Encore plus rapidement, parce que là c'est très rare, enfin c'est joli, vous allez voir les sténoses supravalvulaires aortiques. Les sténoses supravalvulaires aortiques, vous savez que c'est surtout une histoire de Noonan, de Williams-Buren, enfin c'est souvent des pathologies congénitales de la paroi aortique. Et ça peut être très grave, le risque ischémique il est très important. Et il faut voir que comme la sténose elle est juste au niveau de la jonction sinotubulaire, en fait l'éjection se fait sous forte pression, il y a une grosse augmentation de la post-charge, donc de la pression ventriculaire. L'éjection se fait, mais après, la perfusion coronaire en diastole va être de très mauvaise qualité, puisque, en gros, pour aller retourner dans les coronaires, il faut repasser à travers la sténose, vous comprenez? Et donc, c'est des patients qui sont extrêmement fragiles. La sténose supravalvulaire aortique typique, c'est celle qui va faire un arrêt cardiaque à l'induction, pratiquement. Il faut vraiment s'en méfier. Vous voyez, je vais vous montrer un petit film, vous voyez comment ça se présente. Vous voyez que là, c'est l'aorte. L'aorte a été coupée transversalement au niveau le plus étroit. Vous voyez que le trou est minuscule, mais vous allez voir que dessous, l'anneau aortique, lui, il est de taille normale. Là, c'est ce qu'on voit sur ces trucs d'anapathe. Vous voyez, la valve aortique, elle est normale, et la sténose, elle est là, au niveau de la jonction sinotubulaire. C'est l'endroit où le contenu en élastine est le plus riche du corps, en fait. Voilà, en fait, comment on va traiter ça. On va traiter ça essentiellement en élargissant cette zone-là. Vous voyez, il y a différentes techniques. Ça, c'est ce qu'on appelle un seul patch. Ça, c'est la plus utilisée, en fait, dans le monde, ce qu'on appelle le patch en Y. Le patch de Doty qui élargit en fait le sinus coronaire droit, le sinus non coronaire et qui laisse en arrière le sinus coronarien gauche. Parfois, il faut faire 3 patchs. Et dans les formes très localisées, on peut ne pas faire de patch. On peut utiliser la paroi de l'aorte sous-jacente pour venir élargir. Enfin, en fait, c'est très très rare. Ça s'appelle l'opération de Brown. Il ne faut pas oublier que dans les formes sévères, la chirurgie va aller encore plus loin. On peut avoir des sténoses des troncs supraortiques, des sténoses de la crosse aortique, etc. Mais là, ça sort un peu du cadre de l'exposé d'aujourd'hui. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que on n'est jamais très loin des coronaires. Vous voyez, ça, c'est une petite fille que j'ai opérée. En fait, la sténose, elle allait jusqu'à l'origine de la coronaire gauche. La coronaire gauche, vous la voyez là, vous voyez bien que sa paroi, elle est totalement fine, mais vous voyez qu'un quart de millimètre au-dessus, on a cette paroi qui est très épaisse, etc. Et dans ces cas-là, en fait, il faut patcher également, il ne faut pas patcher que le sinus coronaire, il faut passer également le début de la coronaire gauche, parce que sinon, en fait, on a une ischémie post-opératoire. Regardez bien ce film très très court, vous allez voir. Là, on va ouvrir en se dirigeant vers le sinus non coronaire. Et vous allez voir que cette toute petite aorte, comme elle va s'ouvrir, et là, on arrive en paroi fine. Vous voyez, le sinus de Valsalva, lui, il est fin. On voit aussi très bien là, avec le crochet, on va écarter la cusp coronaire gauche, et on voit ce rétrécissement qui s'est développé
voilà, stop, vous voyez à quel point l'orifice du sinus de Valsalva coronaire gauche, il était réduit. Vous voyez, maintenant, il est élargi. Vous voyez, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on peut avoir une ischémie coronaire. En fait, les commissures se rapprochent les unes des autres à cause de la sténose. Quand les deux commissures du sinus de la valve de la cuspe coronarienne gauche deviennent collées l'une à l'autre, il n'y a plus de sang qui arrive à la coronaire gauche. Les sténoses complexes, c'est celles qui vont associer les différentes formes dont on a parlé maintenant. Et la sténose complexe, elle nécessite pratiquement toujours une intervention dans laquelle on va remplacer la valve aortique et on va élargir la région sous-aortique, ce qu'on appelle le Roscono. Voilà un schéma de l'opération de Cono avec un remplacement valvulaire aortique. Vous voyez, on ouvre l'aorte et le ventricule droit, et une fois qu'on a ouvert le ventricule droit, on crée une communication interventriculaire de façon à élargir largement la sortie du ventricule gauche. Et ensuite, on ferme cette communication interventriculaire par un patch, vous voyez, triangulaire, qui fait que là, j'ai le ventricule droit, et de l'autre côté, j'ai le ventricule gauche. Et ensuite, on met en place une prothèse pour remplacer la valve aortique, et on referme ce patch avec la orthotomie, de telle manière à avoir une voie de sortie ventriculaire gauche très large. Il reste bien sûr un trou là, et ce trou, on va le combler avec un patch supplémentaire. C'est une intervention qui est assez délabrante, puisqu'on va patcher une partie du septum interventriculaire, et on va patcher une partie du muscle ventriculaire droit, mais par contre, on se retrouve avec une absence de gradient VG aorte, ce qui est très important pour les suites opératoires. Si on fait ça en remplaçant la racine aortique par l'autogreffe du ROS, dont je vous parlais tout à l'heure, on fait ce qu'on appelle un Roscono. Et souvent, en fait, ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on prend du muscle ventriculaire droit avec l'artère pulmonaire, et c'est ce muscle ventriculaire droit qui va venir combler la CIV un petit peu. Ce qui veut dire que l'homogreffe va être plus longue, puisque vous voyez, on a piqué du muscle ventriculaire droit, mais on a élargi la zone sous-aortique avec ce morceau de ventricule droit, finalement, qu'on apporte avec l'artère pulmonaire. Les insuffisances aortiques, il y a très peu de choses qu'on peut faire. Je vous ai montré tout à l'heure l'extension de cusp. On peut faire des petites plasties aussi. C'est assez rare. Je passe rapidement. Ouais, un schéma d'une extension de 3 cusps, vous voyez. Le dessinateur, il a jugé que les 3 cusps nécessitaient d'être augmentés par un petit patch qui est là, qui est suturé sur la paroi supérieure des cusps. Donc, finalement, on a des solutions chirurgicales qui sont diverses, mais pas tellement riches que ça, pour des lésions anatomiques qui sont variées, valvulaires, sous-valvulaires, etc. En gros, on peut faire pas grand-chose, essentiellement des commissurotomies. Sinon, on va faire un remplacement valvulaire aortique selon la technique de Ross. S'il y a un obstacle important, on va souvent associer ce qu'on appelle un cono, donc Ross plus cono, et on va faire des plasties d'élargissement nécessaires au niveau de la paroi aortique. Et en fait, quand on ne peut rien faire d'autre, les chirurgiens, ils s'en sortent toujours, les patients pas toujours, les chirurgiens, ils s'en sortent toujours. Ça, c'est l'exemple d'un patient à qui, finalement, on a mis en place un tube apico-aortique. Vous voyez, le ventricule gauche, il est là. Il y a une pathologie congénitale de la racine aortique tellement sévère qu'au bout de multiples interventions, on s'est retrouvé avec une aorte dite porcelaine, totalement calcifiée, ingérable. Et finalement, on a implanté un tube valvulé entre l'apex du ventricule gauche et l'aorte descendante. Là, on ne voit pas bien le tube, mais cette partie-là, on la voit bien. Elle se prolonge et le tube est inséré au niveau de l'aorte descendante. Donc, on a créé une autre sortie au niveau du ventricule gauche. Ça reste un petit challenge quand même de vivre avec un tube apico-aortique. Voilà pour ce matin. Vous avez des questions? Des commentaires? Des commentaires, des réflexions? Non, ils ont pas.
C'est pas le... Pour la valve pulmonaire, quand vous prélevez la valve pulmonaire, vous la mettez en position aortique. Qu'est-ce qui va jouer le rôle de la valve pulmonaire? Une prothèse, de toute façon. Donc un tube muni d'une valve. Et la plupart ce qu'on choisit, le gold standard pour une prothèse VDAP, c'est une homogreffe pulmonaire. Donc on a dans la banque de tissus, on a des homogreffes qui sont congelées. On va décongeler une homogreffe pour l'utiliser. D'où viennent les homogreffes pulmonaires? Il y a 3 sources en fait d'homogreffes pulmonaires. Il y a les cœurs de transplantation. Quand on fait une transplantation cardiaque, le muscle cardiaque il est altéré, mais les valves en général elles sont normales. Donc on peut récupérer la valve pulmonaire et son petit culot, la stériliser, la congeler. Les cœurs de prélèvement multi-organes. En gros, chaque année, il y a à peu près 3000